L'afflux de gens dont nous n'avons pas forcément l'habitude des visages. Mais bienvenue à tous. Bienvenue aux commissaires qui ont accepté de se lever tôt pour une commission inhabituelle dans son horaire. Mais là aussi, j'expliquerai pourquoi. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous réunissons ce matin pour notre traditionnelle réunion destinée à examiner les conclusions du Conseil européen qui s'est tenu le 20 mars dernier. Monsieur le ministre, pour votre audition, nous accueillons donc les auditeurs de l'Institut du Sénat, cycle de formation qui a pour objectif de mieux appréhender le fonctionnement et les enjeux de notre démocratie parlementaire. Notre réunion sera plus brève que d'habitude. Nous devrons en effet l'interrompre un peu avant 9 h, car vous et moi irons ensuite accueillir le bureau du groupe PPE du Parlement européen qui se réunit aujourd'hui au Palais du Luxembourg. Monsieur le ministre, 2 réunions du Conseil européen se sont tenues à 15 jours d'intervalle, le 6 puis le 20 mars. Aujourd'hui se tiendra en outre à Paris un sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine qui s'inscrit lui-même dans le prolongement de plusieurs réunions préparatoires. Clairement, le rythme européen s'accélère dans un format Union européenne, mais aussi dans des formats qui incluent d'autres partenaires et alliés. Je pense en particulier au Royaume-Uni. Nous recevions hier, ici au Sénat, le président Larcher recevait le président de la Chambre des Lords, le speaker de la Chambre des Lords, ici, et nous avons beaucoup évoqué ce sujet. Il s'agit évidemment de faire face aux négociations en cours visant à obtenir un cessez-le-feu en Ukraine, celui-ci ne pouvant à nos yeux se concevoir sans de fermes garanties de sécurité. Mais il s'agit aussi de tenir compte des tensions qui traversent la relation transatlantique. Et on a entendu ce matin que l'application des droits de douane sur les véhicules allait démarrer avec une échéance aujourd'hui précise et connue. Le 20 mars, l'Ukraine a une nouvelle fois été au cœur des échanges du Conseil européen, mais une fois encore, nous n'avons pas pu trouver d'accord à 27, la Hongrie se désolidarisant du texte fermement soutenu par les 26 autres États membres. Le plan de soutien militaire à l'Ukraine, présenté par la haute représentante Kaja Kallas, n'a pas non plus convaincu, même si son initiative est mentionnée de manière très neutre dans le texte relatif à l'Ukraine. Et on peut lire ici ou là des remarques très dures sur la manière dont elle l'a élaboré et dont elle conçoit son rôle. Peut-être pourrez-vous nous faire part de votre analyse sur ce point. Outre l'Ukraine, ce Conseil européen du mois de mars, traditionnellement dédié aux questions économiques, a abordé de très nombreux sujets. Le Moyen-Orient, la compétitivité et le marché unique, en appelant notamment à une action résolue et rapide en faveur de la simplification et de la réduction des charges administratives, l'énergie, en appelant à construire une véritable union de l'énergie avant 2030, l'union de l'épargne et des investissements, enjeu éminemment stratégique pour couvrir les dépenses nécessaires pour renforcer notre compétitivité, réussir les transitions écologiques et digitales, financer l'effort de défense et par là, j'ajouterai, assurer notre souveraineté. La défense et la sécurité européenne, à la suite de la présentation du livre blanc sur la défense européenne, dont nous débattrons le 8 avril prochain en séance publique. Le cadre financier pluriannuel et les nouvelles ressources propres qui ont donné lieu à des premiers échanges de vues, les migrations, bien sûr, les océans, et enfin le multilatéralisme. Beaucoup de sujets, mais finalement peu de conclusions fortes ou précises. On sent encore des regards multiples sur toutes ces questions qui sont vastes, à part sur le volet qui a été dédié à la compétitivité, donnant ainsi le sentiment d'un Conseil européen de transition. Monsieur le ministre, je vous remercie de nous faire part de votre analyse et je vous cède la parole. Monsieur le ministre, pour à peu près un petit quart d'heure, comme ça nous laisserons le débat avec les collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi, bienvenue aux auditeurs. Merci de votre accueil. Pour ce matin, j'essaierai d'être bref pour qu'on puisse laisser de la place aux échanges. Vous avez eu raison, Monsieur le Président, déjà de souligner qu'en effet, on a eu 2 conseils européens qui sont succédés et qui se sont répondus. Le conseil extraordinaire du 6 mars, consacré aux questions de défense, j'en parlerai, et le conseil européen de jeudi et vendredi dernier. Avant de revenir sur les principaux points de conclusion, je voudrais quand même souligner qu'évidemment, tout ça arrive dans un moment de bascule. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et la menace que fait peser la Russie sur nos démocraties, les questions qui se posent sur les garanties de sécurité américaines, l'avenir de la relation transatlantique, à un moment où, vous l'avez dit, on voit des nouvelles annonces de mesures tarifaires contre nos intérêts et nos entreprises.
Et à cet égard, le discours que porte la France depuis 7 ans, celui de l'autonomie stratégique européenne, d'une Europe qui affirme d'assumer, de défendre ses intérêts, sa puissance sur la scène internationale, qui réinvestit massivement dans sa défense, dans son innovation technologique, pour reprendre son destin en main, ces idées n'ont jamais été aussi influentes que dans les débats européens que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et les 2 derniers conseils ont été, une fois de plus, l'occasion de le démontrer. Et je dis ça, bien sûr, une date un peu particulière, puisque vous savez, le président Zelensky est arrivé hier à Paris pour s'entretenir avec le président de la République. On a fait des nouvelles annonces, notamment sur le soutien militaire à l'Ukraine. Et le sommet qui se tiendra aujourd'hui à Paris avec la coalition des volontaires sera l'occasion de réaffirmer aussi notre soutien collectif à l'Ukraine. Et les 2 derniers conseils, du 6 mars et du 20-21 mars, ont été, une fois de plus, l'occasion justement de réaffirmer notre soutien aux Ukrainiens et de parler, sujet éminemment lié, du réarmement de notre continent. Sur l'Ukraine, l'objectif est de à la fois soutenir les efforts de négociation et les efforts de paix en réaffirmant des principes très clairs. Aucune négociation sur l'Ukraine ne doit avoir lieu sans les Ukrainiens. Aucune négociation sur la sécurité de l'Europe ne doit se faire sans les Européens. Toute trêve ou tout cessez-le-feu doit avoir lieu dans le cadre d'un processus menant à un accord de paix global. Tout accord de paix doit s'accompagner de garanties de sécurité robustes et crédibles pour l'Ukraine. Et enfin, la paix ne peut aboutir à compromettre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Fondamentalement, ce qu'on souhaite, c'est qu'un cessez-le-feu qui pourrait avoir lieu demain ne soit pas juste une parenthèse que la Russie utiliserait pour réarmer et réattaquer à nouveau, comme on sait que c'est. Et bien sûr, et vous avez tout à fait raison. Au-delà de l'Ukraine, les pays baltes, la Moldavie, la Roumanie, on voit les ingérences contre nos propres démocraties, les opérations de déstabilisation, de sabotage, encore les attaques cyber. Le Conseil a été aussi l'occasion de réaffirmer nos instruments de soutien à l'Ukraine, et je pense notamment d'abord, et d'ailleurs on pourra reparler justement des instruments proposés par la haute représentante, mais avant tout d'utiliser le prêt G7 ERA, qui, vous le savez, est financé sur les profits d'aubaine, les intérêts générés par les avoirs gelés de la Banque centrale russe, 50 milliards d'euros au niveau du G7, donc 20 milliards d'euros pour les Européens, et qui permet de financer à la fois les efforts militaires des Ukrainiens et le soutien macroéconomique. Le deuxième grand sujet du Conseil, donc, qui est bien sûr lié, c'est la défense européenne. Et à cet égard, le Conseil extraordinaire du 6 mars avait permis de franchir déjà quelques étapes décisives. Je dis des étapes parce que nous avançons, mais il faudra aller plus loin. Alors rappelons déjà ce que la présidente de la Commission avait annoncé, largement d'ailleurs sous l'impulsion de notre pays. C'était des facilités pour les États membres qui souhaitent investir plus dans la défense et de pouvoir exclure certains investissements de défense du calcul des déficits par la Commission européenne. En fait, de ne pas les prendre en compte dans les procédures de déficit excessif de la Commission européenne. Ça, c'est le premier grand pilier du plan qui avait été annoncé par la Commission. Le deuxième pilier, le prêt, l'instrument SAFE de ce plan REARM, c'est un prêt loan-to-loan, c'est-à-dire c'est à peu près le même format que celui qui avait été utilisé pour financer le chômage partiel au début de la crise Covid. Donc ce n'est pas le même format que le plan de relance Covid. Donc, alors effectivement, ce n'est pas la même chose, donc pas le Next Generation EU. Et ça, c'est un plan, c'est un prêt que la Commission européenne contracte de 150 milliards d'euros et qu'elle utilise après pour faire des prêts aux États membres à des taux préférentiels, s'ils investissent dans les différents domaines capacitaires que nous sommes en train de définir avec la Commission, parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais évidemment, l'objectif, c'est d'abord de définir des domaines dans lesquels nous avons des lacunes capacitaires et des dépendances vis-à-vis des États-Unis, drones, cyber, munitions, capacité de frappe en profondeur, satellites évidemment, quand on voit le rôle que joue Starlink aujourd'hui dans le soutien à l'Ukraine, et donc d'investir en commun, en européen, pour rattraper notre retard sur une échéance de 5-10 ans. Avec bien sûr, et vous le savez, vous connaissez la position de la France qui est très claire sur ce sujet, une ligne toujours de principe,
qui est la préférence européenne, que les financements européens doivent aller à soutenir l'industrie de défense européenne. Non seulement pour donner de la visibilité à nos industriels, pour qu'ils puissent monter en capacité et en cadence, mais aussi pour pouvoir conserver la maîtrise de ces armements, le savoir-faire technologique. Donc c'est aussi un enjeu de souveraineté. Et on voit d'ailleurs, c'est très intéressant de le constater, que ce débat sur la préférence européenne, qui, il faut l'avouer, était quand même souvent l'apanage des Français, commence à être aujourd'hui partagé par beaucoup de nos partenaires, y compris ceux qui étaient historiquement les plus atlantistes, qui sont sur la ligne de front face à la Russie, et qui voient bien le risque qu'il y aurait à laisser des puissances extérieures contrôler à distance l'usage des technologies. Et troisième pilier de ce plan REARM, le refléchage de certains fonds de cohésion, pas encore décaissés, pour aller vers la défense. Étape décisive, mais nous avons demandé, et ça se retrouve dans le livre blanc publié par le commissaire à la Défense Kubilius, à la Commission européenne d'aller plus loin, de réfléchir aux prochains instruments, soit d'autres fonds que nous pourrions utiliser pour la défense du continent. Je pense par exemple au mécanisme européen de stabilité. Ça fait partie des pistes qui ont été évoquées par la Commission dans le livre blanc. Vous savez, le mécanisme européen de stabilité, c'est un fonds assurantiel qui a été créé lors de la crise financière pour faire face aux risques systémiques sur le plan économique. On estime qu'il pourrait y avoir il n'a jamais été utilisé, on estime qu'il pourrait y avoir près de 100 milliards d'euros dormants qu'on pourrait réfléchir vers la défense. Ça pose des questions juridiques, il faudra créer un consensus, mais en tout cas, ça fait partie des réflexions à avoir. Et bien sûr, pourquoi pas demain, la possibilité d'un nouveau grand emprunt, comme on avait su le faire pendant la crise Covid. Face à une crise existentielle, mettre en commun les ressources des Européens pour investir ensemble pour relancer nos économies, et bien là, quand on voit les besoins d'investissement, alors non seulement dans la défense, mais on peut penser à la tech, à la décarbonation, mais on a besoin d'un choc d'investissement public rapide dans la défense. Contracter un nouvel emprunt commun peut faire partie effectivement des pistes. Ça a été évoqué par le président de la République. Nous aurons bientôt une nouvelle équipe au pouvoir en Allemagne. Ce sera l'occasion justement de pouvoir avoir ces échanges. Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste exploratoire, je dirais. Troisième point, j'essaie d'aller un peu plus vite. Troisième point, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est bien sûr la croissance et la relance de la compétitivité de notre continent. Vous le savez, les rapports Draghi, l'État avait souligné le risque de décrochage industriel, économique, technologique de notre continent. Le rapport Draghi, on en a souvent parlé avec cette commission, pointe un besoin d'investissement de 800 milliards d'euros, privés comme publics, dans l'innovation, la défense ou les industries vertes. Tous les ans, absolument, absolument. Qui passe par de l'investissement public, mais aussi, bien sûr, la libération du capital privé. Et toutes les propositions que nous faisons, union des marchés de capitaux, union bancaire, 28e régime de droit des affaires, visent à lier l'épargne existante, qui reste souvent dormante, voire pire, qui franchit l'Atlantique pour aller financer l'économie et l'innovation américaine. 300 milliards d'euros par an d'épargne européenne qui part aux États-Unis. Lier cette épargne à nos besoins d'investissement. Quand on parle à des patrons de start-up, à des PME, à des innovateurs en Europe, ils nous expliquent encore trop souvent qu'ils sentent des frictions, des barrières réglementaires en Europe, mais qu'ils ont des besoins pour pouvoir passer à l'échelle. Si je puis me permettre, Monsieur le Ministre, et ça peut être intéressant pour les auditeurs du Sénat, c'est globalement l'effort demandé par le rapport Draghi, c'est 800 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Et le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire globalement le budget de l'Union européenne sur 7 ans, c'est 2000 milliards. Donc en fait, en 3 ans d'efforts, vous consommez l'intégralité du budget européen. Absolument. Absolument. J'aime bien ces rapports de... Et 800 milliards pour rattraper notre retard, pour rattraper le retard, par rapport notamment aux États-Unis. Deux, trois statistiques intéressantes là-dessus. Depuis 30 ans, les Américains ont généré 2 fois plus de PIB par habitant que l'Europe. Et c'est principalement lié au différentiel de productivité, qui est un résultat notamment de l'innovation technologique qu'on a pu voir aux États-Unis. Donc quand on pense IA, quantique, etc., on ne doit pas perdre notre retard, parce qu'on a des pépites et des innovateurs en Europe, en particulier en France, mais donnons-leur les moyens justement de pouvoir être compétitifs à l'échelle internationale et de passer à l'échelle. En 2008, l'Union européenne avait peu ou prou le même PIB que les États-Unis. Depuis, les Américains ont gagné 30% de PIB par rapport à nous, grâce à ce choc d'investissement
privés, mais aussi publics, il faut le dire, hein, quand on regarde d'ailleurs les chiffres américains. Donc, union des marchés de capitaux, on pourra revenir plus en détail sur ce que ça veut dire et les débats qui sont toujours en cours là-dessus. Mais là aussi, on voit que, si on se dit la vérité, c'était quand même souvent des serpents de mer dans le débat européen et que là, on est en train d'avancer aussi face à l'urgence de la situation. Simplification. Il y a eu l'omnibus qui a été publié par la Commission européenne avec des propositions sur la CSRD, la CS3D, la taxonomie. Ça va dans le bon sens. Il faudra quand même être un peu plus ambitieux pour soutenir nos entreprises, non seulement sur ces textes, et on y veillera dans le trilogue, mais aussi sur d'autres chantiers de simplification. Je pense notamment à nos agriculteurs, mais aussi aux institutions financières, par exemple. Finaliser l'agenda de Versailles, donc réduire nos dépendances, notamment sur tout ce qui est infrastructure critique, technologie. Et bien sûr, première discussion sur le prochain cadre financier pluriannuel, qui sera l'occasion à la fois de rappeler nos priorités justement sur le soutien à la compétitivité, l'innovation, la recherche en Europe, la défense, avec comme ligne en revanche la préférence européenne, et bien sûr nos intérêts, je dirais, habituels, à commencer par la protection du revenu de nos agriculteurs. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le commissaire Hansen il y a quelques jours à Bruxelles en marge du dernier Conseil Affaires Générales, et force est de constater que la vision stratégique sur l'agriculture qu'a publié le commissaire Hansen il y a quelques semaines reflète beaucoup de nos priorités. La souveraineté alimentaire, la réciprocité commerciale, même si après il faudra que ça se traduise quand même dans les faits, notamment quand on pense à l'accord avec le Mercosur. Le fait de passer d'une logique de normes et de contraintes à une logique d'investissement, d'incitation, d'accompagnement pour nos agriculteurs, notamment dans la transition environnementale, la simplification, le renouvellement des générations, qui est, vous le savez, une priorité qui est portée avec force par nos jeunes agriculteurs. Et donc on aura, je dirais sur le CFP, le Conseil a aussi été, sur le cadre financier pluriannuel, donc le budget de l'Union européenne, le Conseil a aussi été l'occasion de réaffirmer notre soutien au fait que l'Europe se dote de ressources propres, qui est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir avancer pour le prochain cadre financier pluriannuel. Rapidement, d'autres points qui ont été un peu moins au cœur des discussions, mais qui apparaissent dans les conclusions, la nécessité de protéger nos frontières. Donc en effet, les questions migratoires avec la mise en œuvre du pacte asile-migration, sur lequel on a pu trouver un consensus en européen après des années de débats, et qui permettra notamment une première sélection des demandeurs d'asile aux frontières de l'Union européenne, l'avancée sur la révision du règlement retour, qui nous permettra d'expulser plus facilement, d'avoir des réponses européennes face aux pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants, et une série d'instruments, je pense notamment à l'utilisation des leviers visa ou encore de l'aide au développement, là aussi pour renforcer nos instruments de politique migratoire, sujet sur lequel on voit vraiment une priorité croissante, encore une fois, de la part aussi bien des opinions publiques que des pays européens. Enfin, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le Conseil a permis de réaffirmer nos positions sur le Moyen-Orient, d'appeler à un cessez-le-feu et de soutenir les efforts de paix arabes, notamment pour la reconstruction de Gaza et le dialogue politique régional, et de réaffirmer notre soutien au multilatéralisme et de parler du sommet sur les océans qui se tiendra, vous le savez, en juin à Nice, et qui sera l'occasion pour la Commission européenne de dévoiler son pacte bleu, donc son projet de soutien à un cadre multilatéral pour la préservation de nos océans. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été concis mais précis sur les sujets, même si on reste dans l'attente de pas mal de réponses. Peut-être allez-vous nous les apporter au travers les questions qui seront posées par les collègues. Et je commence par Christine Lavarde et Jean-Michel Arnaud qui se préparent. Oui, merci Monsieur le Ministre. Donc vous nous avez évoqué un souhait d'augmenter le budget européen, notamment pour financer l'effort de défense. Donc là, on a parlé des dépenses. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les recettes. On voit bien aujourd'hui que les négociations autour du cadre pluriannuel actuel, notamment pour venir financer l'augmentation du coût des charges financières de l'emprunt Next Generation EU, n'est déjà pas simple. Donc demain,
dans le cadre des négociations du nouveau cadre, quelle est la voie que la France va porter, et en gros, si je le dis autrement, c'est quelles sont les nouvelles ressources qu'on pourrait trouver. J'ai cru comprendre que là, dans le cadre du Conseil environnement, la France porte des évolutions de la taxe carbone aux frontières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et est-ce que la France, demain, pourrait porter la voix d'un impôt européen? Merci Christine. Jean-Michel Arnaud et Ronan Le Gleut qui se préparent. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué très rapidement, Monsieur le Ministre, un des moyens pour pouvoir financer l'effort de défense à l'échelle européenne. Vous l'avez dit en une phrase, mais j'aimerais que vous puissiez la préciser, cette phrase. Possibilité, ça a été réitéré par le Président Macron à plusieurs reprises, de puiser dans les fonds de cohésion. Il me semble que cette question-là est une question hypersensible pour nos territoires, puisqu'elle consiste, cette politique, à pouvoir rééquilibrer les disparités territoriales, les développements économiques disparates sur l'Union européenne. J'aimerais que vous puissiez nous donner plus de renseignements et que l'on puisse également informer à due proportion de ce que vous nous direz ou ce qui pourrait être dit ultérieurement, les territoires des conséquences pour la politique publique, notamment les territoires les plus décrochés de l'Europe. Je pense notamment aux territoires de montagne. Deuxième question, vous avez également abordé la politique migratoire. Je peux porter témoignage dans mon département, qui est un département frontalier, les Hautes-Alpes, que la question ne s'améliore en aucun cas sur la frontière italienne au Mont-Genèvre, avec des difficultés en matière de droit européen de pouvoir traiter les flux migratoires de notre département, avec non seulement des situations très difficiles en termes de dignité pour les personnes concernées, mais aussi des difficultés pour les populations de nos territoires qui voient toujours en nombre des situations se dégrader, que ce soit à Briançon ou à Gap. Et je pense qu'au-delà des discours en macro, sur le micro, ça ne fonctionne pas. On est toujours en grande difficulté sur nos territoires. Merci de rappeler ça pour un sénateur du Pas-de-Calais aussi. Ronan Le Gleut, on va tout prendre, Monsieur le Ministre, si ça va vous voir. Ronan Le Gleut se prépare Mathilde Olivier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lundi et mardi s'est tenue à Varsovie la conférence interparlementaire sur la politique européenne de sécurité et de défense. On y a entendu des termes qu'on entendait peu dans cette conférence interparlementaire, comme préférence européenne ou autonomie stratégique, une véritable évolution du discours de nos partenaires européens. Et lors d'un échange avec un député finlandais que je ne connaissais pas, j'ai été stupéfait par la tonalité de son propos. Il m'a dit « On a plus de 1000 km de frontière avec la Russie. J'ai entendu votre intervention ce matin. La France, on a besoin de vous. » C'était stupéfiant. Ça fait des années que je participe à ces sommets. Je n'ai jamais entendu un discours aussi direct, aussi pratiquement un appel à l'aide. Et avant de partir, il m'a laissé sa carte. Il m'a dit « Je suis l'ancien ministre de la Défense de Finlande ». Je voulais vraiment apporter ce témoignage parce que la vitesse de l'évolution de la position de nos partenaires est assez stupéfiante. Et ça interroge évidemment sur notre responsabilité, c'est-à-dire est-ce que la France va être au rendez-vous de l'histoire? Et ça interroge aussi, me semble-t-il, et je ne l'ai pas vu, mais c'est une question très précise que je vous pose sur le projet ReArm Europe. Est-ce que vraiment il y a une réflexion par la Commission européenne sur la portée de l'article 42.7 du traité de l'Union européenne? Est-ce qu'on peut vraiment concevoir que le 42.7 puisse se substituer à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord? Je vous remercie. Pour corroborer, avant de passer la parole à Mathilde Olivier, Monsieur le Ministre, vous le savez, je reviens d'Estonie, là, j'ai passé 48 heures. Et ce que dit Ronan par rapport à l'attente, notamment aussi des pays baltes par rapport à la France, elle est indéniable. C'est-à-dire qu'on sent très bien que ce qu'on appelle, nous, le friendship, il passe aussi par la capacité de la France à pouvoir apporter un support très fort en matière de protection des frontières. En Estonie, moi je l'ai constaté, je suis allé à Tapa, là où il y a la base de l'OTAN constituée par les Français, enfin les Anglais, les Français sous commandement estonien. Et on apporte là du matériel, on apporte là des hommes, on apporte là de la technicité à 100 km de la frontière russe où, je le rappelle, et ça nous a été dit, les effectifs ont été divisés par 2 de soldats russes parce qu'ils ont été exportés vers l'Ukraine, mais que les Russes sont en même temps en train de construire
un doublement de la capacité du casernement à la frontière. Donc ça veut dire qu'une fois le conflit ukrainien terminé, ils ramèneront de toute façon le double de soldats à la frontière. Et l'Estonie compte vraiment sur nous, c'est un petit pays. Et si l'Estonie tombe, tous les pays baltes tombent. Et ça n'est pas un scénario fictif. Mathilde. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'allais poser une question sur l'indépendance stratégique de la France. Vous avez fini votre intervention, Monsieur le Ministre, par un propos sur l'agriculture en disant qu'on devait passer d'une logique de normes et de contraintes à une logique d'investissement dans l'agriculture. C'est un discours qu'on entend pas seulement pour l'agriculture, mais globalement pour l'économie européenne aujourd'hui. Et le risque, lorsqu'on parle de s'affranchir des normes et des contraintes que l'on s'est fixées nous-mêmes au niveau européen, eh ben, c'est de détricoter le pacte vert. Et aujourd'hui, le pacte vert européen, il nous donne des objectifs qui nous permettent aussi de répondre à nos objectifs d'indépendance stratégique, à la fois en termes de décarbonation, de dépendance au carburant, au gaz russe, mais aussi aux produits chimiques, par exemple, russes importants dans l'agriculture, lorsqu'on parle notamment de pesticides. Donc, juste réaffirmer de votre côté l'importance que vous portez au pacte vert. Est-ce que c'est quelque chose que la France a fait lors du dernier Conseil européen? Un certain nombre d'attaques contre ce pacte vert sont présentes à la fois au Parlement européen, au Conseil. Comment la France se positionnera et continuera à porter cela? C'était une tribune qui avait été publiée en décembre dernier de l'ancien secrétaire général de l'OTAN qui disait que ce pacte vert européen était l'un de nos alliés dans le contexte géopolitique actuel. Mais il ne s'agirait donc pas de détricoter les normes qui en font sa base. Et juste un deuxième point sur les océans, puisque vous en avez parlé. On s'est fixé un certain nombre d'objectifs à l'échelle européenne à atteindre en termes d'aires marines protégées, notamment avec d'aires marines protégées et d'aires marines protégées en protection forte, stricte, en fonction de comment on la définit. Est-ce que vous avez eu des discussions là-dessus plus particulièrement et comment avancer sur cette problématique? Merci Mathilde. Jacques, et se prépare pour la dernière question. Oui, merci Président. Monsieur le Ministre, donc on a tous bien vu, bien compris, bien senti que la conscience commune de l'urgence d'aller vers une Europe, une union puissante, garantissant la défense de ses valeurs, des intérêts, doit avancer à grands pas. On est au pied du mur. Alors, l'ascension, on sent qu'elle peut s'engager. Et quelles sont, suite donc à ce Conseil européen et à ce qui a suivi, les perspectives, surtout au regard des 4 questions, des 4 enjeux majeurs? D'abord, comment passer, comment dire, à l'européanisation de l'Alliance Atlantique? Comment y intégrer un Royaume-Uni dans leur position particulière en dehors de l'UE et en partie toujours tiraillé vers le grand large à l'ouest, hein, comme disait l'autre. Comment agir aussi pour la défense en européen et non de façon fragmentée avec chacun sa propre démarche, sa propre défense? Vous avez évoqué la nécessité d'emprunter en commun en européen pour rattraper notre retard de 5-10 ans. Est-ce qu'on a véritablement aujourd'hui les conditions d'un sursaut qualitatif de cet ordre, analogue à celui qu'on a eu face au Covid? En gros, comment éviter de retomber dans cette logique fatale où on fait mine que tout change pour que rien ne change? Et dernière question, et elle est essentielle parce qu'on est en démocratie, heureusement, comment éviter que l'effort à fournir, les financements à dégager, ne nourrissent pas les succès électoraux de l'AfD, du RN, des partis fascinés par Trump ou Poutine, des populistes anti-européens?
Nadège avait, et j'aurais une autre question qui m'a été posée par un sénateur qui est dans une autre réunion et qui n'a pas pu être là. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'inscrire dans la lignée de Ronan et en tant que présidente du groupe d'amitié France-Europe du Nord, donc qui a les autres pays scandinaves, on voit bien une véritable prise de conscience, même en Islande, qui est un pays en fait sans armée et où aujourd'hui la nouvelle coalition au gouvernement en fait commence à parler problématique défense avec leur base de l'OTAN qui est située chez eux et pour lequel il y a une centaine de soldats américains dessus. Et donc quand on voit les velléités des États-Unis sur le Groenland, on se dit que ça pourrait parfaitement être une base de repli pour aller là-bas. Donc on voit la prise de conscience. Il y a dans ces pays-là aussi un certain nombre d'entreprises qui sont liées à la défense. Est-ce qu'on pourrait aussi s'appuyer sur elles pour pouvoir effectivement construire ce pacte de défense européen? Et puis, en tant que finistérienne, j'ai la base des sous-marins nucléaires et donc la dissuasion. Donc, je ne peux pas me passer de cette question pour vous. Va-t-on réussir à faire en sorte d'avoir une dissuasion européenne sous souveraineté française? Et en fait, n'aura-t-on pas affaire à un veto d'un des membres du Parlement européen qui pourrait bloquer tout ce qui s'ensuit? Merci. Voilà, et la toute dernière donc, de Vincent Louot par SMS qui me demande si on prévoit de finaliser la reconnaissance du nucléaire dans RED 3 et si cela est prévu dans la révision Omnibus. Et sa deuxième question, c'est jusqu'à présent exclue des mesures de rétorsion contre Poutine, la taxe sur les engrais est introduite le 7 avril en vote final. Les engrais ont augmenté à l'annonce de 30%, tuant un peu plus l'agriculture européenne. Peut-on revenir sur cette mesure proposée par la Commission et qui est contre-productive? Question très précise. Je ne sais pas si vous aurez la réponse là immédiatement, mais ça peut être intéressant de l'avoir. À vous, Monsieur le Ministre, pour 20 minutes, si on veut tenir le timing. Ok. Merci beaucoup à tous. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de prendre les questions les unes après les autres et sur certaines, on pourra peut-être vous apporter des précisions plus techniques avec mon équipe. Madame la sénatrice Lavarde m'a interrogé sur le budget européen et sur les ressources propres. Alors, déjà, quand vous entendez l'ambition qu'on porte sur les capacités financières de l'Europe, le président de la République a parlé de doublement des capacités financières. Alors, quand on parle de doublement des capacités financières, il ne s'agit pas de doubler le CFP ou de doubler le budget, mais de regarder à la fois le budget et le CFP, effectivement, où on a une ambition forte, et je mentionnais le soutien à la compétitivité et à l'innovation. On peut penser au fonds Horizon, par exemple, à la défense et au spatial, à la protection du revenu de nos agriculteurs, mais ça passe aussi par des financements qu'on peut utiliser pour faire levier aussi pour d'autres financements. Je pense à des garanties, je pense au rôle que peut jouer la Banque européenne d'investissement, qui reste encore, il faut le dire, beaucoup trop frileuse et conservatrice dans certains domaines, et notamment dans le domaine de la défense. Alors pourtant, son mandat a évolué. Donc ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on travaille avec la Commission pour avoir des exigences vis-à-vis de la BEI et la dimension privée. Encore une fois, et je le mentionnais avec l'union des marchés de capitaux, avec la simplification, avec l'harmonisation d'un certain nombre de réglementations ou encore le 28e régime de droit des affaires, faisons en sorte que l'épargne européenne aille financer nos besoins d'investissement. Mais vous avez raison de mentionner que tout ça devra passer par une réflexion approfondie sur les ressources propres. C'est ce qu'on porte aujourd'hui au niveau européen. Vous savez qu'il n'y a pas de consensus. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Alors, vous l'avez dit, ça c'est pas une position nouvelle, c'est une position qui a toujours été la nôtre, c'est d'utiliser les ressources qui seront issues du MACF, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, pour pouvoir abonder le budget européen. Ça ne suffira pas à couvrir les besoins de remboursement du plan Next Generation. Donc, il faudra avancer sur d'autres ressources propres. Parmi les débats existants, il y a la possibilité, par exemple, d'avoir un impôt ou une taxe sur les grands services numériques. Vous savez, ce débat qu'on a eu déjà depuis des années, et face à la pression tarifaire américaine, ça fait partie
des options qui pourraient être envisagées. Toujours est-il qu'effectivement, il faudra avancer sur ce volet des ressources propres, vous avez raison, mais je dis encore une fois, hein, comme bémol, que les besoins de financement de l'économie européenne ne passeront pas essentiellement par une augmentation du budget et du CFP. Ça en fait partie, mais il y a beaucoup d'autres leviers qu'on peut utiliser. Sur les questions du sénateur Arnaud sur les fonds de cohésion, bon, vous le savez, nous, les fonds de cohésion, de toute façon, sont à la main des régions en France qui les utilisent effectivement pour financer un certain nombre de projets. Donc il ne s'agit pas du tout de revenir là-dessus et d'aller regarder plutôt les endroits dans lesquels on a des retards de décaissement. Donc en fait, on a des fonds de cohésion qui ne sont pas utilisés en Europe pour pouvoir aller financer, s'ils le souhaitent, s'il y a la possibilité, des projets de défense ou des projets industriels de défense sur les territoires. Mais je tiens à le dire, puisqu'on a déjà commencé, par exemple, à parler des fonds de cohésion dans les négociations du prochain cadre financier pluriannuel, que nous soutenons la politique de cohésion, et en particulier, vous l'avez dit, pour certains de nos territoires les plus défavorisés. Je tiens aussi à le rappeler, en particulier pour ce que dans le langage européen on appelle les régions ultrapériphériques aussi, donc nos territoires d'outre-mer. C'est une exigence qu'on fait toujours entendre au niveau des débats du budget européen. L'un des enjeux qu'on va avoir en France, et on y travaille avec notamment la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, c'est de maximiser nos retours sur ces fonds. Sur ceci, comme tous les autres fonds. Si je puis m'arrêter 2 secondes, Monsieur le Ministre, sur ce que vous avez dit, qui peut-être est passé inaperçu. Moi, je suis très heureux d'entendre ça. C'est-à-dire que les fonds de cohésion pas perdus. Alors, dans les régions où on les consomme, c'est pas un sujet, ils ne seront pas diminués. Mais dans les régions où c'est pas consommé, il est peut-être important d'utiliser ces fonds de cohésion pour garantir un peu plus notre souveraineté. Moi, c'est le message que j'ai tenu, on échange avec le SGAE assez régulièrement, et c'est le message que j'ai tenu récemment auprès du SGAE en disant la stratégie, c'est peut-être, sans diminuer les fonds de cohésion, c'est peut-être d'apporter aux territoires qui ne les utilisent pas les garanties de pouvoir assumer une souveraineté aussi bien au niveau industriel, parce que ça créera de l'emploi, parce que ce sera vraiment utilisé comme des fonds de cohésion. Merci en tout cas. Même si il se trouve qu'en France, historiquement, on a une bonne utilisation de ces fonds. On a eu déjà une très bonne utilisation, un bon retour sur le plan de relance, meilleur que la plupart de nos voisins, et on sait utiliser aussi ces fonds de cohésion. En revanche, il y a quelques domaines dans lesquels on n'est pas aussi performant qu'on pourrait l'être pour ce qu'on appelle en langage technocratique maximiser nos retours sur les fonds, que ce soit notamment sur tout ce qui est enseignement supérieur, recherche, les fonds Horizon, ou aussi les fonds de cohésion en ce qui concerne nos territoires d'outre-mer. Donc ça, il faut qu'on arrive à travailler pour faire connaître la possibilité d'utiliser ces fonds, pour trouver aussi les porteurs de projets et faire en sorte que ces fonds profitent le plus possible à notre pays, à nos acteurs et à nos territoires. Sur l'immigration, bien sûr, vous avez raison, et on est loin du compte. Alors, je tiens à le dire, par exemple, sur la question de l'Italie, on a vu quand même une baisse assez drastique des traversées en Méditerranée centrale, et c'est lié aussi à la coopération européenne. Je le dis parce qu'on a souvent des forces politiques dans nos débats qui nous expliquent qu'en sortant des traités ou par des logiques de solutions innovantes qui n'existent pas aujourd'hui, ni pour le Royaume-Uni, ni pour l'Italie, par exemple, ou par des logiques de cavaliers seuls nationalistes, on pourrait trouver des réponses à des problèmes aussi complexes que l'immigration et que la maîtrise des flux migratoires. C'est faux. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les résultats que nous obtenons, c'est grâce à la coopération européenne, c'est grâce au renforcement de Frontex, c'est grâce à la solidarité que l'on peut voir entre les pays européens. Mais effectivement, il faut aller plus loin, à commencer par appliquer le pacte asile-immigration. Il n'est aujourd'hui pas mis en œuvre. Donc parfois, on entend des débats pour commencer à envisager d'autres solutions, l'externalisation, etc. La vérité, c'est déjà mettons en œuvre les instruments sur lesquels on s'est mis d'accord, qui impliquent une série de révisions, d'adaptations de nos systèmes au niveau européen, et qui permettra notamment, je le disais, cette première sélection, cette présélection d'une certaine façon des demandeurs d'asile aux frontières de l'Union européenne. Et après, on pourra effectivement aussi réfléchir à d'autres instruments. Mais vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, c'est au fond, c'est l'intégrité de
la libre circulation des personnes de la zone Schengen qui est en jeu. On voit la tentation pour certains de revenir à des logiques de frontières nationales, de contrôle aux frontières. Et donc, pour s'assurer qu'on puisse garder un espace ouvert, libre, dans la circulation au niveau européen, on doit pouvoir maîtriser nos frontières extérieures et avoir une voix unie sur ces sujets. En tout cas, on sent bien sûr l'exigence de nos opinions publiques sur ce sujet dans tous les pays. On disait pendant longtemps que la question migratoire était un sujet de division en Europe. Je crois que ce n'est plus le cas. Il peut y avoir encore des débats sur les réponses à y apporter et la méthode, mais fondamentalement, on sent que c'est une exigence aujourd'hui qui est partagée par les opinions publiques dans tous les pays européens. Monsieur le sénateur Le Gleut, déjà, merci de ce que vous avez dit, parce que moi, je suis très frappé de l'entendre, et je le dis parce que ça peut parfois paraître être un peu un élément de langage un peu cocorico, qu'on sort sur des plateaux, mais c'est la vérité. Il y a aujourd'hui une reconnaissance du rôle qui est joué par la France, aussi bien dans le soutien à l'Ukraine que dans la mobilisation des Européens pour ce réveil stratégique qui est nécessaire. Et on entend certains de nos partenaires qui, pour des raisons historiques, géopolitiques, sont parfaitement compréhensibles, qui étaient très attachés à l'OTAN, à la relation transatlantique, qui pouvaient avoir des réticences par rapport à notre discours sur la préférence européenne ou l'autonomie stratégique, qui aujourd'hui nous rejoignent face à la menace de la Russie, face aux questions qui sont posées par le comportement de l'administration américaine et d'ailleurs la tendance de fond qu'ils sentent sur la relation transatlantique, le pivot vers l'Asie, le protectionnisme et l'avenir de la garantie de sécurité américaine. Tout l'enjeu maintenant, c'est de canaliser cette énergie et de la traduire de façon très concrète. On a vu des premières avancées, je le disais, lors du Conseil extraordinaire du 6 mars. Je ne dis pas ça, certainement pas pour faire un satisfecit, parce qu'il faudra aller beaucoup plus loin, et que c'est un effort générationnel de réarmement et d'investissement en commun dans les lacunes que nous avons identifiées, de soutien à nos innovateurs, de réduction de nos dépendances sur le plan technologique, sur le plan énergétique aussi. Peut-être ça me permet de reboucler d'ailleurs avec la question de la sénatrice Olivier sur le pacte vert. Vous avez parfaitement raison, et je trouve que d'ailleurs on ne l'entend pas suffisamment dans le débat. Bien sûr que la décarbonation de notre continent, au-delà de l'enjeu de lutte contre le réchauffement climatique, c'est un enjeu stratégique de réduction de nos dépendances vis-à-vis de pays comme la Russie, qui ont utilisé bien sûr les liens énergétiques comme une arme géopolitique, parce qu'on n'était pas sur un marché normal, on était là sur l'importation des énergies fossiles qui était utilisée comme un levier d'influence sur notre démocratie, quand on voit par exemple la relation que la Russie entretenait avec l'Allemagne. Bon. C'est aussi un enjeu de compétitivité. On n'est pas comme l'économie américaine, on n'est pas exportateur de gaz et de pétrole, loin de là. Et donc si on veut à terme aussi réduire nos dépendances et faire baisser les coûts de l'énergie, on a intérêt à investir massivement dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables. Je reviendrai un peu sur le volet simplification, mais vous avez raison effectivement de souligner la dimension stratégique que ça représente. Pour revenir sur la question du sénateur Le Gleut sur 42.7, je pense qu'on peut aller plus loin dans la réflexion, en effet. Vous savez que nous, on a poussé ce débat. D'ailleurs, il y avait même eu un débat au moment des attentats terroristes de 2014-2015 en France pour savoir si on faisait appel à l'article 42.7, qui d'une certaine façon était un peu un écho au seul épisode où on a utilisé l'article 5 de l'OTAN, qui était après le 11 septembre, parce qu'on pense souvent à la menace de la Russie ou encore au rôle de l'OTAN pendant la guerre froide, mais en fait le seul moment où il a été activé, c'était au lendemain du 11 septembre pour l'opération en Afghanistan. On doit aller plus loin. La réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que tout l'effort que l'on fait de renforcement de notre autonomie stratégique n'est en rien incompatible avec l'Alliance Atlantique. Au contraire, il s'agit de renforcer le pilier européen de l'OTAN. Ça fait déjà plus de 10 ans que les Américains nous demandent d'augmenter nos moyens de défense, nous disent que l'Asie va être une priorité. Je rappelle le mandat de Barack Obama. Barack Obama termine son second mandat avec une interview à Asie-Atlantique, à Jeffrey Goldberg, qui était d'ailleurs le journaliste qui était sur la boucle Signal ces derniers jours, je ferme la parenthèse, en considérant que les Européens sont des passagers clandestins. C'est Bob Gates, qui était le secrétaire à la défense d'Obama
lors de son premier mandat, qui, dans son discours d'adieu, dit les générations futures américaines ne voudront pas aller mourir pour l'Europe si les Européens ne sont pas capables de prendre en charge leur propre défense. Obama qui déjà annonce le pivot vers l'Asie. Après, on a l'administration Trump 1 et quand on a l'administration Biden, nous, on a quand même AUKUS et la crise des sous-marins dans la première année. Le retrait unilatéral de l'Afghanistan, nous, on n'y était plus, mais qui se fait quand même de façon totalement non coordonnée avec les alliés allemands ou britanniques qui sont encore sur le terrain. Bien sûr, la suite de certains tarifs douaniers de l'administration Trump ou encore le plan Inflation Reduction Act qui est sans aucune coordination avec nos économies, donc au détriment aussi de nos entreprises. Donc la tendance de long terme, on la voit. Et le fait d'avoir des Européens qui montent en puissance et qui sont capables justement de partager le fardeau au sein de l'Alliance Atlantique, c'est bien sûr aussi dans les intérêts des États-Unis. Alors, après, le diable est dans les détails, et notamment dans le fait quand même d'avoir une industrie autonome, parce qu'on ne peut pas, de façon durable, augmenter nos moyens de défense aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, si on n'a pas aussi des industriels qui sont capables de monter en capacité. Mais à partir du moment où quand même des questions se posent sur la posture américaine à plus long terme, où ayons cette réflexion sur le rôle de 42.7, le rôle des garanties de sécurité entre Européens, et le rôle que les Européens joueront d'ailleurs pour les garanties de sécurité envers l'Ukraine, c'est toute la discussion qu'on va avoir au sommet aujourd'hui, va quand même évidemment contribuer aussi à façonner cette identité stratégique européenne pour les prochaines années, parce que le premier test, c'est quand même bien sûr l'Ukraine. Pour revenir sur la question sur le pacte vert et la simplification, je vais être très clair, nos ambitions de décarbonation, elles n'ont absolument pas bougé. Et ce pacte vert, la France en a été l'un des pays moteurs. Et ceux qui voudraient revenir sur ces ambitions, précisément, rendraient notre continent plus dépendant de puissances comme la Russie. En revanche, si on se dit les choses de façon très claire, on ne va pas renforcer l'indépendance, la souveraineté économique ou même la lutte contre le réchauffement climatique de notre continent en le faisant au détriment des entreprises, des acteurs économiques européens et en renforçant des acteurs économiques chinois ou américains qui sont moins-disants sur l'environnement. Et c'est pour ça que notre ambition, c'est aussi de mettre de la simplicité, du pragmatisme, du bon sens dans l'application de ce pacte vert. Je vous donne deux exemples. La CSRD, c'est ce texte qui demande à des entreprises de faire la transparence sur l'empreinte carbone de toute leur chaîne de valeur. Bon. Ce qui permet aussi d'ailleurs aux investisseurs de savoir exactement, aux investisseurs comme aux clients, de savoir exactement quel est l'impact environnemental de l'activité d'une entreprise. Dans les faits, quand on demande à peu près la même chose à un très grand groupe international qui a les moyens, peut-être en interne, ou de faire appel à des cabinets de conseil pour pouvoir faire le reporting et à des petites entreprises, on voit bien qu'on a une charge administrative qui est beaucoup trop importante pour ces petites entreprises. 1200 données de reporting, la CSRD. Ce qu'on a demandé, c'est d'exclure certaines entreprises, et notamment de créer le statut d'entreprise de taille intermédiaire, de réduire le nombre de données de reporting, de se laisser un peu plus de temps pour que les entreprises puissent s'adapter. Et donc là aussi, de faire en sorte que ça ne vienne pas pénaliser les acteurs économiques européens qui font déjà face à une concurrence internationale accrue, face à des tarifs douaniers de la part des Américains comme des Chinois. Parce qu'encore une fois, on a là des acteurs qui sont vraiment moins-disants sur le plan environnemental. Pareil sur l'automobile. Bon, sur l'automobile, on a demandé, vous le savez, avec mes collègues Marc Ferracci à l'industrie et Agnès Pannier-Runacher à l'environnement, de lisser les amendes qui étaient prévues pour les constructeurs automobiles en 2025, parce que vous avez des constructeurs automobiles qui ont fait les investissements qu'on leur demande vers l'électrification, mais qui, parce que la demande pour les véhicules électriques a baissé en 2024, indépendamment de leur choix d'investissement, se retrouvent à devoir payer des amendes, ou sinon à devoir baisser les coûts, donc à licencier. Avec, on a vu des usines de Volkswagen qui sont en train de fermer en Allemagne, ou sinon, et là, pardon, mais on marche un peu sur la tête, à devoir acheter des bons d'émissions carbone à la concurrence, en fait à des entreprises plus vertueuses. Mais pourquoi plus vertueuses? Parce qu'elles se sont créées en faisant que de l'électrique. Donc devoir acheter à Tesla aux États-Unis ou à BYD en Chine. Bon, impossible d'expliquer qu'on va renforcer la compétitivité et la souveraineté de notre économie en allant subventionner l'entreprise d'Elon Musk. Donc là,
on a obtenu gain de cause d'ailleurs de la part de la Commission européenne, parce que je sais que ça fait partie d'ailleurs des questions qu'on a eues lors des auditions précédentes. Donc mettons du pragmatisme et trouvons les bons équilibres sur la transition environnementale pour qu'elle se fasse aussi en accompagnant nos entreprises. C'est la même chose avec nos agriculteurs. Nos agriculteurs européens sont ceux qui sont mais tous les jours au contact de la nature, de l'environnement, qui vivent eux-mêmes la transition environnementale. Accompagnons-les et ne les mettons pas dans des situations où on se retrouve en concurrence inéquitable par rapport à des pays et des partenaires commerciaux qui sont là aussi, qui n'ont pas les mêmes normes et les mêmes standards sur le plan environnemental comme sur le plan agricole. Sur la question... Alors attendez, je vais essayer de faire plus vite, effectivement. Sur les perspectives sur l'Europe de la défense, rapidement, parce qu'on a mentionné plusieurs des sujets, il y a quand même la question du Royaume-Uni, qui effectivement, et ça c'était question de monsieur le sénateur Fernic, je crois, du Royaume-Uni. Oui, effectivement, on a tout intérêt à travailler avec les Britanniques sur la défense et à les ancrer à notre continent et sur d'autres domaines aussi. Je serai d'ailleurs moi-même à Londres demain, et vous voyez bien à quel point on travaille avec les Britanniques sur la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je le dis avec un bémol tout de même, ça ne règle pas un trait de baguette magique pour autant les différends qu'on peut avoir liés à la relation institutionnelle entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne post-Brexit. On a un certain nombre de sujets, par exemple la protection de nos pêcheurs, l'intégrité du marché unique, la protection des quêtes libertés qui existent toujours. Donc, nous, on a envie de pouvoir avancer avec les Britanniques. Clairement, on sent un ton beaucoup plus positif dans nos échanges avec l'équipe en place à Londres, mais il n'empêche que nous avons toujours il n'y a pas de passe-droit, il n'y aura pas de raccourci sur ces sujets pour autant. Madame la sénatrice, vous avez parlé de cette prise de conscience qu'on voit aussi au Nord, et bien sûr, il y a des acteurs industriels majeurs, enfin, on peut passer aux acteurs suédois comme Saab et d'autres. Vous avez raison de parler de la prise de conscience des Finlandais. Donc là, on a tout intérêt justement à coopérer encore plus sur le plan industriel avec ces acteurs. Sur la question de la dissuasion, là, je laisserai plutôt ces sujets pour le ministre des Armées, voire pour le président de la République. Dernière question, excusez-moi, j'accélère un petit peu. Sur la reconnaissance du nucléaire, je vous ferai remarquer que le principe de neutralité technologique maintenant se retrouve dans les textes européens. Ça, c'est vraiment sous l'impulsion de la France et des États affinitaires sur ce sujet. Oui, on a besoin d'investir dans les renouvelables et dans le nucléaire pour assurer la décarbonation de notre continent. Je crois qu'on a potentiellement un partenaire allemand qui sera plus enclin et plus ouvert justement à travailler sur ce sujet avec nous, mais c'est effectivement nécessaire. Et vous avez vu que dans le Clean Industrial Deal qui a été annoncé par le commissaire français Stéphane Séjourné, est prévu aussi une banque de 100 milliards d'euros pour soutenir les projets d'électrification et d'interconnexion aussi de notre continent, ce qui va vraiment dans le bon sens à la fois pour nos intérêts et pour la décarbonation. Sur la taxe sur les engrais, on pourra en parler plus en détail, mais notre position a toujours été de protéger nos agriculteurs, y compris dans le cadre du soutien à l'Ukraine ou de la pression économique qu'on fait peser sur la Russie. Vous savez que l'an dernier, nous avons négocié un certain nombre de clauses de sauvegarde sur les accords commerciaux que nous avons avec l'Ukraine, donc des leviers pour empêcher des risques systémiques pour les marchés agricoles, que ce soit sur le sucre, sur la volaille, évidemment. On avait beaucoup parlé dans le débat public du poulet ukrainien ou encore dans la viande bovine, et qu'on veillera là aussi à faire en sorte qu'il y ait des alternatives et que ça ne pèse pas sur nos agriculteurs. Merci, Monsieur le Ministre. On est dans les temps. Merci à tous d'avoir été brefs dans vos réponses. De toute façon, les échanges avec Benjamin Haddad, on les a régulièrement et on pourra revenir sur certains sujets au regard de l'actualité, puisqu'elle va s'accélérer encore, je pense, aujourd'hui avec ce mini-sommet à Paris sur la guerre en Ukraine. En tout cas, merci à tous. Bonne journée à nos auditeurs. Je sais que... Alors exceptionnellement, je ne serai pas à votre repas ce midi, comme
j'ai l'habitude de l'être en tant que président de commission, parce que nous recevons toute la délégation du Parlement européen aujourd'hui, du PPE, qui investit le Sénat toute la journée. Voilà. Donc je me dois d'être à leur côté. Merci à tous en tout cas.